Chers investisseurs, vous avez bien lu le titre, je suis officiellement devenu millionnaire en ce mois d'octobre 2024. Comme chaque début de mois, du coup, j'ai calculé mon patrimoine et vous le voyez, j'ai atteint la barre symbolique du million d'euros. Donc j'avoue que ça fait assez plaisir. On va en parler un petit peu mieux dans cette vidéo. Je vous ai également trouvé une petite stat assez intéressante sur la santé versus l'argent. Notamment aux États-Unis, il semblerait qu'il soit plus facile d'être riche que d'être en bonne santé et d'avoir des abdos. Et on terminera la vidéo avec les augmentations de dividendes du mois de septembre. Donc chaque mois, il y a des entreprises évidemment qui augmentent leurs dividendes. On va aller s'intéresser à celles qui ont augmenté le plus fort leurs dividendes ce mois-ci. On commence donc avec ce fameux million qui a été atteint en ce mois d'octobre. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me fait plaisir de le partager avec vous, notamment parce que la toute première vidéo que j'avais publiée sur cette chaîne, je vous partageais justement que j'avais décidé de commencer à traquer mon patrimoine. Je trouvais que c'était vraiment une bonne habitude pour voir un petit peu mieux où on en est chaque mois et voir si on progresse concrètement par rapport à son objectif. Voilà, si vous voulez perdre du poids, vous allez mesurer votre poids chaque semaine. Chaque mois, je trouvais ça intéressant de commencer à mesurer mon patrimoine et j'ai mis du temps avant de le mesurer puisque, vous voyez, j'ai commencé du coup que fin 2019. Et dans cette toute première vidéo YouTube, je vous annonçais assez fièrement que j'avais atteint les 150 000 euros de patrimoine à 25 ans. Et bien, que de progrès, puisque du coup, si on retourne un petit peu en arrière, voilà, on voit ce qui s'est passé. 150 000 du coup début 2020, fin 2019, et aujourd'hui le million. Donc, on voit une sacrée accélération. Et ça rejoint complètement ce que disait Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett à ce sujet-là. Les premiers 100 000 $ sont vraiment une saloperie, mais vous devez les obtenir. Peu importe ce que vous avez à faire, même si vous devez marcher partout, ne plus prendre votre voiture et ne rien manger qui n'a pas été acheté avec un coupon de réduction, c'est pas grave. Dans tous les cas, débrouillez-vous pour obtenir vos premiers 100 000 €. Une fois que vous les avez, la vie devient plus simple et vous pouvez vous détendre un petit peu. Alors moi perso, j'ai pas eu besoin d'être aussi extrême que Charlie Munger le propose dans ce témoignage parce que j'avais déjà un business qui fonctionnait bien. Moi en fait le déclic ça a vraiment été de commencer à regarder où mon argent partait et à commencer à l'économiser et à commencer à l'investir. Et je me souviens que j'avais reçu ce diplôme, je faisais partie d'un mastermind qui s'appelait le Mastermind 67, courant du coup 2018-2019. Et j'avais reçu du coup ce diplôme pour me féliciter d'avoir atteint les 100 000 € de chiffre d'affaires sur mon e-commerce. Et je me souviens que quand j'ai vu ce diplôme, je me suis dit non, c'est pas 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est 100 000 € que tu as en bourse, c'est ça qui compte. C'est pas de faire du chiffre d'affaires et derrière le dépenser bêtement. J'avais vraiment eu à cette époque-là le déclic, je me suis dit ok, c'est 100 000 € là, maintenant il faut qu'ils soient en bourse et il faut qu'ils fructifient pour toi. Et vous voyez que derrière, je m'y suis mis sérieusement puisque aujourd'hui, la bourse m'a quand même rapporté 235 550 € de gains. Donc, c'est quand même énorme sur un patrimoine d'1 million d'euros. J'ai environ 20% des gains qui ont été générés de manière, entre guillemets, passive. Évidemment, ça va demander du temps d'aller trouver ces actions-là, etc. Mais je veux dire, c'est quand même de l'argent qui a été gagné de manière beaucoup plus simple, sans avoir beaucoup à m'en soucier par rapport aux gains, évidemment, que j'ai déposé moi-même, l'argent que j'ai dû économiser et gagner à la sueur de mon front. Donc, je suis content parce que je suis parvenu finalement à transformer des revenus qui étaient vraiment actifs en revenus passifs. Et même si aujourd'hui, il y a encore une grande partie de mon patrimoine qui provient de mon travail, de mes revenus actifs, cette partie qui a été générée par les revenus passifs, évidemment, vous voyez, elle a pris vraiment de l'ampleur. Bon, là, je sais qu'en commentaire, je vais avoir plein de gens qui vont me dire « Oui, mais Roman, tu as déposé 645 000 € en bourse. Forcément, c'est facile d'aller gagner 200 000 € de plus-value. » Et des gens qui vont me dire « Bah oui, c'est grâce à tes formations. Voilà, tu es un arnaqueur, tu arnaques les gens sur Internet et c'est comme ça que tu gagnes plein d'argent et c'est comme ça que tu es riche. C'est pas grâce à la bourse. » Alors, j'entends complètement ces arguments-là et en effet, je le souligne toujours dans les vidéos, la bourse, c'est ce qui permet de rester riche et ce qui permet d'accélérer l'enrichissement. Mais c'est pas ce qui permet de devenir riche. Ce qui permet de devenir riche, évidemment, c'est le fait de parvenir à gagner plus d'argent dans son travail, donc de monter en compétences et d'être mieux payé. Et c'est également la capacité à mettre une partie de cet argent-là de côté. Par rapport à mon cas personnel, il y a 3 points importants qui me semblent importants à souligner. Le premier, c'est que cet argent, donc ces fameux 645 000 €, je ne les ai pas déposés d'un seul coup. Ça a été des dépôts réguliers pendant 7 ans. Donc, j'ai investi de plus en plus en fonction de ma capacité d'épargne et justement le fait que mon salaire a augmenté et le fait aussi que je suis parvenu à garder des dépenses plutôt stables dans le temps.
J'ai aussi eu, du coup, durant ces 7 ans, un salaire assez important, entre 10 et 20 000 euros par mois. C'est assez fluctuant. Il y a des années où c'était très compliqué, des années où c'était beaucoup mieux. Donc voilà, c'est la vie un petit peu d'un entrepreneur. Et enfin, j'ai bénéficié aussi d'une fiscalité qui a été plus douce, puisqu'à partir de 2019, je me suis expatrié à l'île Maurice et donc j'ai payé 25% d'impôts en moyenne au lieu des 50% que j'aurais payé en France. Ça aussi, c'est quand même un sacré levier quand on est un entrepreneur, parce que ça permet évidemment de mettre beaucoup plus d'argent de côté. Donc oui, aujourd'hui, la majorité de mes revenus proviennent de la vente de formations sur la bourse. C'est la méthode Trident, c'est ma seule formation que je propose. C'est devenu aujourd'hui même un logiciel, donc on va dire formation, et ça, c'est aujourd'hui ce qui me fait vraiment gagner ma vie depuis, on va dire, 2020. Mais je suis parvenu aussi à obtenir des revenus importants, et je tiens à le souligner parce que je pense qu'il faut que ça soit motivant pour d'autres personnes de se dire c'est pas uniquement en proposant des formations sur la bourse qu'on peut s'enrichir. On peut aussi s'enrichir avec d'autres activités. En 2018, j'avais atteint les 10 000 euros par mois avec une offre que je proposais sur le consulting. Donc je faisais du consulting sur la publicité Facebook. Et encore avant ça, à partir de 2016, j'ai eu mon premier succès en business avec un site de e-commerce. Je vendais des produits dans la thématique du chat. Donc vous voyez, rien à voir entre la thématique du chat de l'e-commerce, ensuite du consulting sur Facebook Ads et ensuite une formation sur la bourse. Mais ça montre bien qu'il y a plusieurs manières de quand même bien gagner sa vie, notamment avec les business en ligne qui peuvent permettre vraiment de démultiplier ses revenus. Pour vous refaire un peu mon parcours, j'ai donc démarré à 18 ans cette aventure, à la sortie du bac en 2012, et j'estime avoir atteint à peu près les 10 000 euros. C'est dur à vous dire parce que je ne traquais pas vraiment à l'époque. J'estime les avoir atteints à 22 ans, donc en 2016, lorsque mon premier site e-commerce a commencé à bien fonctionner et j'ai commencé enfin à pouvoir mettre de l'argent de côté. J'en mettais pas grand-chose de côté d'ailleurs parce que pendant longtemps, en fait, dès que je gagnais de l'argent avec mon site e-commerce, je le dépensais immédiatement puisque je n'avais pas l'habitude d'avoir eu de l'argent. Donc le déclic pour moi qui m'a vraiment permis de passer les 100 000 euros 3 ans plus tard, en 2019, c'est vraiment ce déclic de me dire ok, il ne faut pas juste gagner de l'argent, il faut aussi en mettre de côté. Parce que là, vraiment, sur cette période-là, j'avais peut-être gagné 200, 300 000 euros et en fait, presque tout était parti en fumée. Donc c'est vraiment le moment où je me suis dit ok, non, en fait, il faut que tu épargnes. Donc moi, j'ai fait un peu le truc à l'envers. Souvent, les gens apprennent d'abord à épargner et ensuite à gagner plus d'argent. Moi, j'ai appris à gagner plus d'argent et ensuite, je me suis dit non, il faut que tu arrives à en épargner une plus grande partie et c'est ça qui m'a permis vraiment d'atteindre les 100 000. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé à atteindre le million, c'est de commencer à investir en bourse, donc de continuer évidemment de chercher à gagner plus d'argent avec mes business et d'économiser une grande partie de ces gains-là en termes d'épargne et évidemment d'aller faire fructifier ça en bourse, d'être assez agressif sur les investissements pour que l'argent se développe. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a environ plus de 200 000 euros qui ont été générés juste grâce à la bourse. Donc voilà, je pense que c'est les 3 manières de vraiment développer son patrimoine: gagner plus, économiser et investir pour le long terme. Donc ouais, millionnaire à 30 ans, honnêtement, je suis super content. C'est un très très beau résultat. Je suis un petit peu en train de suivre la même voie que Warren Buffett. Vous voyez qu'il avait lui aussi $1 million à 30 ans. Après, lui, c'était $1 million de l'époque. Donc, avec l'inflation, ça représente beaucoup plus que ça. Il a été bien meilleur que moi là-dessus. Et je ne suis pas sûr que j'arriverai à développer autant mon patrimoine que lui. Mais je trouve que c'est un bon exemple du pouvoir des intérêts composés quand vous investissez vraiment sur le long terme comme Warren Buffett et que vous commencez à 14 ans à avoir déjà $5 000 et à les investir. Vous voyez que le développement est assez incroyable plus le temps passe. J'ai été aussi super content parce que ma chérie m'a fait un petit cadeau pour fêter ce million-là. Je sais qu'en France, c'est pas forcément un truc qu'on célèbre, le fait d'avoir un patrimoine élevé. Il y a même plutôt des gens qui vont nous regarder bizarre quand on dit bah voilà, je suis content d'avoir atteint 1 million, mais pour moi, c'est vraiment un moment de célébration quoi. C'est comme c'est comme un joueur de foot qui aurait gagné un championnat. Pour moi, j'ai quand même atteint un grand objectif, un de mes grands objectifs financiers. Donc évidemment, je suis assez content et ma chérie savait que ça me ferait plaisir. Et du coup, elle m'a dessiné ce petit One Punch Man, manga que j'adore, je vous conseille, qui est excellent. Et donc 1 Million Baby, j'ai beaucoup aimé et c'est super de se sentir soutenu aussi par ses proches. C'est hyper important d'avoir à la fois des amis qui vous disent félicitations et d'avoir aussi votre chérie. Si quand vous commencez à gagner plus d'argent, que vous annoncez à vos proches que vous investissez en bourse et vous disent oulala, qu'est-ce que tu fais, tu prends des risques, tu es en train de partir en steak. Bon, il va peut-être falloir vous trouver aussi des amis qui sont avec vous dans cette démarche d'indépendance financière et de développement de vos revenus. Bon, après attention, j'ai pas 1 million d'euros en bourse, puisque vous voyez que là, vous avez un petit screenshot de mon compte Interactive Broker. Je suis à 853 000 sur mon compte principal, 12 000 sur mon deuxième compte. On a exactement les mêmes actions, mais c'est juste que j'ai créé 2 comptes pour pouvoir mieux illustrer aux membres de la méthode Trident qu'est-ce que ça pourrait donner avec des investissements plus faibles. Donc celui à 12 000 euros, là, il reçoit 500 euros par mois de dépôt, alors que sur mon compte
principal, je peux déposer beaucoup plus. Je peux déposer 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Ça dépend un petit peu de combien j'arrive à mettre de côté. Et vous voyez qu'en termes d'espèces, je suis à 100 000 euros. Donc, c'est des espèces qui fructifient sur le compte. Si on prend un petit peu de recul sur la totalité du patrimoine, vous voyez que c'est assez simple. Contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas d'immobilier, j'ai pas de crypto, j'ai des actions et du cash. Donc, le cash, il est réparti entre mes comptes personnels et mes comptes professionnels. Et les actions, vous voyez que c'est 74%, donc 769 000 euros d'actions et 268 000 euros de cash. Donc forcément, ça peut vous sembler un peu élevé ce montant de cash, mais il faut toujours en garder pas mal, notamment quand on a un business. D'ailleurs, je vais devoir régler à l'État mauricien 40 000 euros d'impôts pour cette année. Je crois que ça tombe le 15, on est le 4 octobre. Donc à partir à mon avis, en novembre, je serai plus forcément dans la partie des millionnaires. J'aurais peut-être perdu ça. Donc voilà, les impôts, ça pique et ça tombe pour moi le 15. Mais voilà un petit peu la répartition. Et en termes d'actions, pour que vous voyez bien, j'ai environ 8 actions. Donc je suis assez concentré. Je pense que c'est ça qui va permettre vraiment à mon compte de vraiment grandir avec le temps. Je le constate, avant j'avais plein d'actions, j'avais des performances pas forcément incroyables. Là, je me suis vraiment concentré sur des actions qui ont des fortes douves. Et je pense que c'est ça qui va m'aider aussi à vraiment faire développer cette partie action et que ça soit un gros driver finalement de mon patrimoine, que ça soit plus aujourd'hui mes revenus actifs qui font vraiment monter mon patrimoine, mais plutôt la bourse. Ce qui est cool avec le patrimoine, c'est qu'on va pouvoir en déduire un montant approximatif de revenus passifs. Donc moi j'aime bien dire qu'il y a 3 grandes étapes, 3 objectifs à atteindre quand vous investissez en bourse. Le premier palier, c'est les 10 000 euros placés en bourse. C'est pas forcément facile, ça demande un petit peu d'économie, ça demande évidemment de commencer à s'intéresser à ça et c'est vraiment un premier palier qu'il faut célébrer. Ça représente environ 30 euros par mois de revenus passifs avec une partie en dividende et une partie qu'on peut générer via de la vente d'actions. Ensuite, on a le deuxième palier, le plus dur, celui que Charlie Munger parlait, les fameux 100 000 euros placés en bourse. Là, on peut obtenir donc 300 euros par mois de revenus passifs. Donc, ça commence vraiment à être quelque chose d'assez intéressant qui peut payer plusieurs factures tous les mois. Et enfin, on a le palier du 1 million d'euros. Et là, 1 million d'euros, ça représente environ 3 000 euros par mois de revenus passifs. Donc, j'estime que quand on a 1 million d'euros de patrimoine, évidemment, ça dépend où vous allez être dans le monde. Mais généralement, vous allez être libre financièrement puisque 3 000 euros par mois, il y a de quoi vraiment vivre. Et vous pouvez toucher ces 3 000 euros par mois à nouveau de revenus passifs sans avoir à voir votre compte perdre de la valeur dans le temps. Donc, finalement, vous pouvez continuellement recevoir ces 3 000 euros par mois et votre compte ne tombera jamais à zéro puisque vous avez un retrait qui est prudent autour des 3-4% par an. Alors maintenant que j'ai ces 3 000 euros par mois de revenus passifs, est-ce que je vais m'allonger sur une plage et je vais siroter des cocktails comme on le voit tant sur les photos dès qu'on parle de revenus passifs ? Non, vraiment, je pense que ça ne changera pas grand-chose pour moi. Le fait d'avoir atteint ce million, c'est plus un palier symbolique. Je ne le voyais pas comme quelque chose absolument à atteindre et après, je prenais ma retraite. Non, je me suis toujours dit, le but, c'est de transformer tes revenus actifs en revenus passifs parce que le problème d'avoir que des revenus actifs, c'est que le jour où tu as envie de lever le pied, le jour où tu as envie de te détendre, le jour où le business se passe moins bien, tu es extrêmement stressé. Aujourd'hui, si j'ai le moindre problème sur mon business, je suis serein parce que je sais que j'ai ces revenus passifs-là qui sont là pour moi et qui seront toujours là, peu importe comment moi je me sens personnellement. Donc moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de transformer une grande partie de ces revenus actifs en revenus passifs. Ils vont de plus en plus se développer. Aujourd'hui, on ne peut même pas considérer que je suis 100% libre financièrement parce que j'ai plutôt un train de vie autour des 5-6 000 euros. Et donc, on l'a vu ensemble, je génère plutôt 3 000 euros par mois de revenus passifs. En tout cas, c'est ce que me permettrait de générer mon compte de bourse. Mais voilà, peu importe pour moi, je me dis juste plus le temps va avancer et plus il y a une grande partie de mes revenus qui vont être générés de manière passive et je vais pouvoir donc prendre des décisions dans ma vie de manière complètement déstressée, uniquement en me concentrant sur ce qui me fait plaisir, trouver un travail qui me fait plaisir, trouver des activités qui me font plaisir et ne pas prendre mes décisions uniquement basées sur l'argent. Donc évidemment, je vais me faire plaisir. On a fait un très bon resto pour fêter les 29 ans de ma chérie à Maurice, l'Aikisu. Franchement, je vous le recommande, c'était incroyable. Il y avait des dim sum là, rien que de vous en parler, je salive. C'était vraiment excellent, probablement un des meilleurs restos que j'ai fait de ma vie. Donc avoir de l'argent, ça permet de s'offrir ce genre d'expérience. C'est génial, en plus avec des proches, c'est incroyable. Et en même temps, je veux aussi give back, je veux aussi redonner. J'ai eu beaucoup de chance d'être né dans un pays qui était développé comme la France, d'avoir reçu une éducation, d'avoir des parents qui m'ont soutenu. Je me souviens que ma toute première formation pour apprendre à lancer des business en ligne, c'était en 2012 et c'est mon père qui me l'avait financé. Je crois qu'elle coûtait autour des 1 000-2 000 euros. Donc c'était un gros montant et mon père m'a fait confiance, il m'a financé ça. Et donc moi aussi aujourd'hui, j'ai envie d'aider des proches à se financer, à se lancer dans leur aventure. Et voilà un exemple, j'ai donné récemment à une amie 500 euros pour développer son fleur truck. Donc elle va lancer un truck qui va vendre des fleurs autour de Nantes. Donc je trouvais que le projet est super sympa et j'ai envie d'encourager comme ça d'autres potes à moi qui ont envie de lancer leur activité parce que moi j'ai pas forcément été soutenu au début, sauf par quelques personnes proches comme mon père et heureusement qu'il y a eu son soutien parce que sans ça j'en serais probablement pas là aujourd'hui.
Deuxième sujet, les amis, dont je voulais parler avec vous, les abdos. Je suis tombé sur une vidéo d'un coach en fitness qui expliquait qu'il était plus difficile aux États-Unis d'avoir des abdos, donc 12% de matière grasse sur son corps, que de devenir millionnaire, puisqu'il y a environ 6,6% des Américains qui sont millionnaires. Donc devenir millionnaire, clairement, c'est assez compliqué comme travail. Moi, ça m'a pris 12 ans. Et apparemment, ça reste quand même plus simple que d'avoir la shape, d'avoir des abdos visibles. Bon, après, c'est les Américains, donc il faut faire attention. Vous voyez que quand même, ils gagnent un bon salaire au-dessus du nôtre. Il y a eu vraiment un déclassement de la France sur ces dernières années. On voit en moyenne 42 000, du coup, là, c'est en dollars par habitant de PIB, contre 78 000 pour les États-Unis. Donc, ils gagnent environ 2 fois plus que nous en moyenne par habitant. Donc, évidemment, c'est biaisé. Il y a des gens qui vont gagner beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Mais on le sait, niveau santé, malheureusement, c'est terrible les États-Unis. Vous voyez que là, je suis tombé sur cette étude qui estime que d'ici à 2035, il y aurait plus de la moitié des Américains, donc on est environ à 58% des Américains qui seraient en surpoids. Et on a carrément la population mondiale, il y aurait 25% de personnes en surpoids. Et on voit qu'en France, je pensais qu'on était quand même mieux que ça, mais on est quand même autour des 35%. Donc c'est une estimation d'ici à 2035, j'imagine qu'ils prennent un petit peu les tendances. Donc voilà, moi perso, quand je vois ce genre de stats, ça m'inquiète un petit peu. Et je me dis toujours, il ne faudrait pas choisir l'un ou l'autre, quoi. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont quand même un profil où ils travaillent beaucoup. Et c'est un petit peu le travail. Moi, c'est ce que j'ai connu aussi quand j'ai commencé à me développer. Vraiment, le travail à tout prix. Et on néglige sa santé, on néglige ses proches pour essayer de gagner plus d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui se retrouvent dans cette situation-là et je pense que c'est pas du tout un bon échange de procédés. Perso, j'ai toujours essayé de respecter cette triade du bonheur, wealth, health and love. Donc l'aspect financier, l'aspect de la santé et l'aspect relationnel, social. Donc j'essaie de consacrer un petit peu mes journées à ces 3 piliers qui sont super importants. Donc évidemment, le travail, aller apporter de la valeur à d'autres êtres humains, monter en compétences et du coup être payé en échange de ces compétences. Mais également la santé, prendre soin de mon corps, évidemment aller faire du sport, aller marcher, aller méditer, manger des bons aliments qui vont me donner de l'énergie. Et évidemment le love, l'amour, le social. Donc pas forcément en semaine, c'est parfois un petit peu compliqué, même si j'essaie toujours de prendre du temps pour passer des bons moments avec ma chérie. Mais c'est aussi le week-end, aller voir la famille, les amis. Et c'est super important parce que qui a envie d'être millionnaire, mais d'être en surpoids, d'être malade ou d'être seul? Ça sert à rien d'avoir une villa sur la mer si on est tout seul dedans. Le but, c'est de partager et d'être avec les gens. Donc je pense que ces 3 domaines-là doivent vraiment être équilibrés et qu'il ne faut pas choisir l'un ou l'autre, quoi. Et quand on voit les chiffres de surpoids, je me dis il y a vraiment des habitudes importantes à mettre en place pour se préserver, pour préserver sa santé et ne pas se retrouver dans cette moyenne qui risque d'avoir plein de problèmes de santé à cause de l'obésité. Et c'est notamment grâce à ça ou à cause de ça qu'on voit évidemment des actions en bourse qui s'envolent comme Novo Nordisk qui propose donc les fameux GLP-1, Ozempic notamment, qui permet de maigrir. C'est un petit peu les pilules miracles. Moi, je pense qu'il faut éviter de se retrouver à devoir payer ces médicaments qui coûtent en plus très cher et qui ne seront pas forcément très efficaces, dont on ne connaît pas forcément d'ailleurs les effets secondaires, et plutôt essayer de se concentrer sur changer son style de vie. Et évidemment, c'est beaucoup plus dur que de prendre des pilules et c'est pour ça que ces entreprises pharmaceutiques cartonnent. Et j'avoue que je trouve ça assez fou de se dire qu'avant, la pauvreté, c'était manquer d'argent, et c'est encore le cas évidemment dans beaucoup de pays à travers le monde, mais qu'aujourd'hui, la pauvreté aux États-Unis, c'est d'être en surpoids. Et finalement, on a opposé les millionnaires et les gens qui ont des abdos, mais souvent, c'est un petit peu les mêmes. Les gens qui ont la meilleure santé aux États-Unis sont ceux aussi qui sont le plus riches. Donc, on voit que les tendances divergent. Et autant à une période dans l'histoire, c'était justement les gens qui étaient en surpoids, qui avaient les moyens de s'acheter un surplus de nourriture. Et aujourd'hui, en fait, la nourriture de mauvaise qualité qui nous fait grossir, elle est accessible à vraiment à bas prix, notamment à cause des fast-foods. Et donc, on voit que finalement, être riche, c'est aussi prendre soin de sa santé et éviter de se retrouver dans une pauvreté au niveau du corps aussi, quoi. Bon, je vous dis tout ça, mais en vrai, l'évolution de mon poids n'a pas été aussi bonne que l'évolution de mon patrimoine. Donc évidemment, pour l'évolution du poids, j'aimerais que ça descende. Je me pèse tous les jours et vous voyez, je me fais une moyenne un petit peu chaque semaine de l'année. Donc j'avais bien démarré et là, je suis reparti en hausse. Donc j'avoue que j'ai un peu du mal des fois à gérer tout ce qui est changement d'environnement et mon poids a tendance à remonter. Donc j'aimerais bien, je vous avoue, redescendre vers les 70-72 kilos. Je pense que c'est vraiment le poids où je serai le plus sec et le plus en forme et j'éviterai de me trimballer avec de la graisse supplémentaire. Je suis pas trop mal en ce moment. Voilà une petite photo
photo récente qui a été prise. Mais je considère que j'ai encore un petit peu de gras à aller perdre. Et j'espère que je vais pouvoir faire ça du coup sur les derniers mois de l'année et même sur l'année précédente, l'année prochaine. Le but, c'est vraiment de construire des habitudes comme pour le gain financier. Pour moi, c'est vraiment construire des habitudes que je vais pouvoir appliquer sur le très long terme. Donc là, je vais mis quelques exemples du fichier sheet que je remplis du coup chaque jour selon les habitudes que j'essaie de suivre. Donc j'essaie d'aller courir. Je commence vraiment tout doucement. Vous voyez, je cours 2 minutes seulement pour prendre l'habitude d'aller faire un petit peu de cardio. J'essaie de faire aussi les 10 000 pas. Ça fait longtemps que je le fais. Je fais mon workout. Donc souvent, c'est au poids du corps. J'aime bien notamment m'entraîner un petit peu en mode gymnastique avec les anneaux, etc. Ensuite, j'ai de la méditation et enfin, j'ai les repas où j'essaie de prendre mon temps, de manger en pleine conscience et éviter d'aller manger trop de choses sucrées, essayer de me concentrer sur les produits bruts. Voilà donc un petit peu le plan d'action que je me suis fixé pour essayer d'améliorer à la fois mon compte en banque et également ma santé. On termine cette vidéo avec les augmentations de dividendes des entreprises ce mois-ci. Donc en septembre 2024, on a 13 grandes entreprises qui ont augmenté leurs dividendes. Et vous voyez donc sur la première colonne en couleur, vous avez le pourcentage d'augmentation par rapport à leur précédent versement. Et la deuxième colonne, année, vous avez le nombre d'années consécutives d'augmentation du dividende. Donc évidemment, ce qu'on va préférer, c'est au minimum 10 ans d'augmentation consécutive du dividende pour vraiment prouver que l'entreprise tient à son dividende et l'augmente chaque année. Et un élément qui me semble encore plus important, c'est les pourcentages d'augmentation. Personnellement, j'aime bien aller viser des entreprises qui augmentent leurs dividendes à plus de 10% par an. C'est comme ça que nos revenus passifs peuvent vraiment se développer. Et évidemment, une entreprise qui augmente son dividende à 10% par an, généralement derrière, on a des bénéfices, on a un business qui se développe lui aussi à plus de 10% par an et qui peut donc aller battre le marché comme le S&P 500 qui fait entre 8 et 10%. Vous voyez, ici, vous avez la moyenne du coup de mon portefeuille. On voit que cette année, c'est un petit peu moins bien, 9,5. Mais sur les 10 dernières années, on est à 13,4. Donc, je vais faire en sorte d'essayer de me concentrer sur les entreprises qui parviennent à nouveau à augmenter leurs dividendes à 2 chiffres. Donc, si on prend ce critère principal, il y a 2 entreprises qui vont vraiment m'intéresser ce mois-ci. C'est Accenture et Microsoft. Donc, Accenture plus 15% sur le dividende et Microsoft plus 11% sur le dividende. Les deux, ça fait plus de 20 ans qu'elles augmentent leurs dividendes. Donc, on est vraiment sur 2 entreprises solides. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est regarder un petit peu le face graphe avec l'augmentation des bénéfices. Donc pour Accenture, on voit que c'est quand même très très propre. On voit quand même une très belle stabilité, peut-être un petit ralentissement là sur les dernières années. On voit qu'on est à moins de 10% parce qu'on est à 2% cette année d'augmentation des bénéfices. Et sur les années suivantes, on est entre 7 et 12. Donc c'est un peu plus faible, mais historiquement, on voit quand même vraiment une très belle constance. On voit un dividende qui représente environ 50% de payout ratio, donc c'est plutôt correct. Moi j'aime bien que ça soit un peu plus bas parce que ça laisse un peu plus de marge pour l'augmenter. Mais voilà, ça me semble quand même être une entreprise avec vraiment un très très bel historique. Et on a Microsoft qui a un peu plus stagné, vous voyez, pendant toute la période, notamment la période où il y avait Steve Ballmer, et qui s'est réaccéléré vraiment depuis 2017 avec vraiment une explosion. Vous voyez, 17%, 22%, 21%, 38%. Voilà, le plus faible, ça a été 7% en 2023. Et les années suivantes, on est sur une augmentation un peu plus forte, entre 12 et 17%. Donc je pense que Microsoft a encore une croissance des bénéfices encore plus intéressante que celle de Accenture. J'aurais aussi une petite préférence pour Microsoft par rapport à Accenture parce que ce qui se passe, c'est que Accenture, en fait, c'est une boîte qui fait du consulting, qui va donc aller implémenter des solutions pour que les entreprises se développent. Donc typiquement, ils vont proposer des solutions par rapport à l'IA, par rapport à la digitalisation. Et souvent, ils vont aller installer certains logiciels pour que l'entreprise se développe. Et donc, l'exemple est parfait ici puisque Accenture va souvent aller installer la suite Microsoft et notamment Azure, donc le service cloud de Microsoft, dans les entreprises. Et donc moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que autant les entreprises, en effet, elles vont avoir besoin d'Accenture pour pouvoir se développer plus rapidement. Donc elles vont devoir payer des frais pour avoir des consultants extérieurs qui viennent analyser l'entreprise et qui viennent installer finalement les logiciels. Mais derrière, une fois que les logiciels sont installés, à qui l'entreprise va finalement verser des revenus récurrents, à qui l'entreprise va être vraiment dépendante et avoir construit tout son écosystème sur ce cloud, c'est Microsoft. Donc pour moi, je préfère en effet les entreprises qui ont directement le logiciel qui va être utilisé dans l'entreprise en elle-même, sur laquelle ce logiciel sur lequel l'entreprise va développer elle-même ses solutions. Et là, voilà, elle est vraiment dépendante de ça. S'il y a un ralentissement économique, elle peut se passer d'Accenture parce qu'elle peut se dire, ok, on va mettre un peu moins d'argent dans le développement futur. Par contre, elle ne peut pas se passer de Microsoft parce qu'elle a construit à nouveau tous ses serveurs et toute son infrastructure directement sur l'offre de Microsoft. Donc pour moi, voilà, petite préférence ici pour Microsoft dans le business model parce que je trouve que c'est quand même un business model qui est beaucoup plus stable que ce que propose Accenture, même si on l'a vu, Accenture est parvenu à garder vraiment une très belle croissance de ses bénéfices, notamment parce que la demande justement en services de consulting pour se digitaliser reste encore très très importante pour les entreprises. Et c'est aussi cette conclusion que je tire un petit peu de l'analyse, vous voyez, des 2 entreprises sur le screener Trident. Donc le screener Trident qui prend plus d'une trentaine de critères en compte pour donner une note sur 20. Vous voyez que Microsoft obtient une note de 19 sur 20, alors qu'Accenture obtient une note de 15 sur 20. Donc attention, voilà, il ne faut pas regarder que l'augmentation de dividendes, il faut aussi regarder d'autres critères.
Et là, en effet, on voit que Accenture a une croissance de son chiffre d'affaires qui est quand même un peu plus faible. On va dire, voilà, pour le futur, on estime environ 7%, alors que Microsoft a 14% d'augmentation de son chiffre d'affaires. Et en termes de free cash flow, donc vraiment l'argent, le surplus de bénéfices qui va être généré et qui va pouvoir être reversé aux actionnaires, on est à 9% pour Accenture contre 15% pour Microsoft. Donc là aussi, petit point en plus pour Microsoft. Je pense que c'est deux entreprises qui peuvent très bien performer dans votre portefeuille, mais pour moi, il y en a clairement une qui devrait se développer plus rapidement que l'autre dans les 5 à 10 prochaines années. Voilà, si vous êtes intéressé pour connaître toutes les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes cette année et pouvoir comparer un petit peu les différents pourcentages, vous avez le lien en description du fichier sheet d'EV-Raise sur lequel vous allez retrouver voilà, toutes les grandes entreprises et les augmentations récentes de dividendes. On met à jour ce fichier-là tous les mois et donc tous les mois, vous pouvez aller dessus et voir un petit peu les actions qui sont les plus intéressantes en ce moment, qui semblent avoir augmenté leurs dividendes à une belle vitesse. À nouveau, il ne faut pas se baser que sur ça, mais ça peut vraiment être une première piste pour aller chercher et aller creuser des entreprises qui semblent avoir du potentiel. Voilà les amis, c'était Roman. J'espère que cette nouvelle vidéo et ce nouveau format vous a plu. Je suis désolé, je suis parti un petit peu dans tous les sens, j'ai pas trop l'habitude, mais je trouvais ça sympa d'aller aborder plusieurs sujets différents avec vous. J'ai essayé de ne pas me limiter qu'à la bourse et de parler aussi un petit peu, vous avez vu, de santé. Et puis voilà, j'ai un petit peu mixé un petit peu les différents éléments. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo si vous avez trouvé ce format cool. C'est donc un format que j'envoie chaque vendredi par email que j'appelle le 777. Et l'idée, c'est de partager 3 sujets qui m'ont semblé intéressants cette semaine, 3 sujets que je trouve cool. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce format-là et s'il vous plaît, j'essaierai de le faire plus régulièrement chaque semaine. J'essaierai de vous partager un petit peu 3 éléments qui m'ont plu. Bien évidemment, il y aura un biais plus sur la bourse et le développement financier. C'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Mais j'aime bien parler aussi des à côté parce que finalement, tous les sujets se relient un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Roman. Ciao.